Bonjour et bienvenue dans la JDR Room. Mon nom est Christian et je serai le responsable de cette entrevue. Mais tout d'abord, j'aimerais vous avertir que au début et à la fin de l'entrevue, on entend un bruit de fond quand même soutenu. C'est le bruit du climatiseur de ma chambre. Parce que j'avais décidé de le démarrer vu qu'il faisait vraiment chaud cette journée-là. Mais vu que ça faisait trop de bruit, je l'ai éteint durant une bonne partie de la vidéo. Juste à la fin, je l'ai rallumé parce que il faisait tellement chaud que je commençais littéralement à être amorphe, puis ça peut se voir sûrement durant la vidéo. Puis je tiens aussi à remercier Crystal, qui nous a donné une vraiment bonne entrevue. Elle nous a donné des bons conseils. Elle nous a donné son avis sur certaines situations. Elle nous a donné des beaux récits d'aventure, des idées potentiellement pour des campagnes, des idées de jeux de rôle très intéressants aussi. Je vous laisse écouter ça. Amusez-vous bien. Bonjour Crystal. Allô? Ça va bien? Oui, toi? Bien. Alors aujourd'hui, on va débuter la toute première entrevue de la chaîne. Depuis combien de temps fais-tu du jeu de rôle? J'ai commencé vers la fin des années 90, quand j'étais adolescente. Donc, je dirais probablement autour 98, 99, 2000, c'est pas mal le début que j'ai commencé à rentrer dans l'univers des jeux de rôle. D'accord. Puis, est-ce que tu fais plus de games en tant que DM ou en tant que joueuse? Moi, je suis beaucoup plus une joueuse qu'une DM. Okay. Y a un système que je joue comme DM. Je sais pas si tu veux que j'en parle tout de suite. Oui, vas-y. Il y a un système qui s'appelle Praetoria Prima. D'accord. Qui est, dans le fond, ça se passe pendant la Rome antique, sous le règne de Néron. Donc, c'est quand même, c'est un jeu de rôle qui est un peu historique. C'est loin du Donjons et Dragons qu'on a l'habitude de faire. Puis moi, c'est une période qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai fait un bac en histoire à l'UQAM et j'ai beaucoup aimé la période de la Rome antique, tout ça. Donc, mettons que j'ai beaucoup d'affinité avec cette période, donc ça me permettait d'aller chercher un supplément d'informations. Puis, dans le fond, c'est plus de l'enquête que vraiment du combat. Donc, c'est vraiment des jeux de rôle très différents des fois que je vais jouer ou que je vais emmener. Mais ça, c'est vraiment le jeu que je vais être DM, mais sinon, les autres, je suis vraiment plus joueuse. OK. De mémoire, Néron, c'est celui qui a foutu un peu la merde dans l'époque de la Rome antique et tout. Ben, c'est celui qu'on entend parler, comme par exemple pour la crucifixion de Christ, ou c'est un qu'on entend vraiment souvent parler parce qu'il a été très marquant. Ouais. Sa mère Agrippine, qui a aussi qui l'a un peu mis sur le trône. Ouais, il y avait une relation, je pense, avec son oncle, je crois, c'est ça. Parce que j'avais entendu parler, puis lui-même, il a une relation avec, puis finalement, il l'a jarté quand il commençait à vouloir trop de pouvoir. Il y a eu beaucoup de choses. Puis, encore là, tu sais, il y a beaucoup de sous-entendus qu'on sait pas nécessairement est-ce que c'est vraiment lui ou pas. Il y a beaucoup de choses. Il y a quand même eu un très long règne pour un empereur romain, donc ça porte à beaucoup d'histoires, c'est sûr que pour le jeu de rôle, il y a aussi beaucoup de choses qui sont inventées pour les besoins du jeu de rôle, comme n'importe quoi, ou n'importe quel film historique, par exemple, ou roman historique. Mais c'est ça me permettait des fois de pouvoir, mettons, au niveau de la culture, au niveau de la perception des femmes, parce que dans ce jeu de rôle-là, il peut y avoir des femmes qui sont jouées aussi comme personnages. Ouais. Donc, c'est sûr que leur perception par rapport à la société va être différente. Ça veut pas dire qu'ils vont avoir un statut inférieur au sein du groupe, mais c'est sûr que leur statut va être vu différemment. Fait qu'ils jouent beaucoup avec les façons d'être de l'époque. OK. Est-ce que tu te souviens de ta première game de jeu de rôle, que ce soit D&D ou autre? Oui, c'était vraiment, en fait, on était deux personnes. Il y avait mon frère et moi. C'est mon frère qui était DM et moi qui étais joueuse. En fait, DM est aussi un joueur. Là. Ouais. Quand on lit des règles d'un jeu de rôle, le DM est aussi un joueur, mais bon, c'est moi qui incarnais un personnage qui suivait l'histoire. Puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir rentrer dans une histoire. Ça me faisait beaucoup penser au livre dont vous êtes le héros, qui existait déjà auparavant, que j'avais déjà lu. Puis de voir qu'il existait d'autres façons de jouer à plusieurs personnes. Bon, là, j'étais avec une autre personne, mais juste le fait d'être avec une autre personne, je trouvais ça super intéressant. Ça me permettait d'être aussi très différent, par exemple, d'un jeu vidéo, où est-ce que, par exemple, si je prends à l'époque, il y avait Diablo 1, Diablo 2.
que c'était justement un peu le même principe où est-ce que tu montes un personnage, que tu équipes, puis tu pars à l'aventure, tu fais des quêtes. Donc le fait d'avoir ça, mais de pouvoir être beaucoup plus libre que dans un jeu vidéo ou beaucoup plus libre que qu'est-ce qu'il y a dans un livre dont vous êtes les héros, je trouvais que ça apportait une dimension très différente et très intéressante. Tu peux décider de te poser dans une taverne pendant 3 jours de temps pour tenter de négocier. Oui. Ou t'ostiner avec un vendeur, ou te perdre dans le bois, où il y a comme tellement de possibilités qui sont différentes. Puis ça veut pas dire, l'histoire va pas nécessairement se terminer quand le jeu se termine ou quand, mettons, quand t'as battu le dernier boss ou quand t'es arrivé à la fin du livre, tu sais. Ouais. Il y a plein de possibilités qui peuvent être faites que l'histoire se continue tout dépendamment de ce que le DM veut faire. Est-ce que tu joues souvent avec le même groupe ou tu joues avec des... Est-ce que tu as une pool de groupe ou de... vu que tu es plus joueuse, tu 2-3 groupes ou vraiment un seul? Je dirais que j'ai comme à peu près 3 groupes dans lesquels je gravite de jeux, que c'est des affaires différentes. Ça va arriver des fois que pour une partie, je vais jouer avec d'autres personnes pour essayer un nouveau système, par exemple. Ou par exemple, comme il existe un festival de jeux de rôle, le festival Draconis, que justement c'est de la présentation de plein de systèmes différents. Fait que c'est sûr que là, on essaye différents jeux ou différents univers pour voir si on aime les systèmes, si on aime les univers, des choses comme ça. C'est une belle opportunité de découvrir un jeu de rôle aussi. Mais sinon, j'ai pas mal mes propres groupes dans lesquels j'ai un groupe que c'est vraiment des amis proches, j'en ai d'autres que c'est vraiment on a une partie qui est streamée. Là, je suis un peu en pause parce que je suis en congé de maternité. Mais il y a une partie qu'on avait à peu près tous les mercredis qui était streamée sur Twitch puis qui était mis en ligne aussi par la suite sur YouTube. Puis j'ai un autre groupe que je fais une partie, je pense, une fois par mois, que c'est plus tranquille. Fait que c'est ça, j'ai vraiment j'ai comme mes groupes séparés un peu. Ok. C'est une partie de quoi que vous streamez au juste? C'est du Pathfinder. On avait commencé avec la première édition, puis on a switché dans le fond à la deuxième édition qui est arrivée, je pense, l'année passée. Le DM avait reçu des livres, donc on a comme modifié les personnages. Il y en a qui ont même créé des nouveaux personnages pour voir comment ça serait, ça fitterait. Ah, c'est le fun. Nous autres, justement, on avait abordé le sujet de streamer ou juste faire le contenu vidéo, puis la grande difficulté, c'est le malaise. Juste mettre le micro devant la table, ça mettait un gros malaise devant tout le monde. Ben, c'est sûr que ça dépend beaucoup des gens. Nous, c'est ça, la partie qui est streamée. C'est vraiment toutes des gens qui ont l'habitude d'être devant la caméra. Ça arrive des fois aussi qu'il y a des gens qui, c'est pas nécessairement une bonne journée pour être devant la caméra, sa caméra sera pas ouverte, puis il va juste avoir la voix, puis ça va être correct aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment, on met pas de pression, puis on est plus là pour se faire du fun que vraiment dire, on essaie de faire la performance du siècle. Ok, ouais. Ok. Du coup, j'ai cru remarquer que vos parties étaient sur Discord ou sur une autre plateforme, mais ils n'étaient pas en présentiel. Ben, c'est ça, la majorité. En ce moment, avec le COVID, c'est sûr que ça a évité un peu les parties en présentiel. Fait que, pour l'instant, la majorité des parties que je suis sont tous par Discord, avec, par exemple, soit Roll20, D&D Beyond, il y a Foundry, VTT aussi, ça, dépendamment du système que je joue. C'est pas toujours les mêmes plateformes. Ben, Discord est toujours utilisé, mais c'est pas toujours les mêmes plateformes à côté qui sont utilisées, mettons, pour les fiches de personnages ou voir les maps, par exemple. Fait que c'est sûr que Discord aide vraiment beaucoup à ça pour justement, on peut se parler tous ensemble. Puis comme je dis, la majorité des parties, ce qui est pas en stream, très peu ont vraiment une caméra. Là, c'est vraiment juste d'avoir un micro puis on se parle. Mais il existe beaucoup de bots sur Discord pour faire des jets de dés, par exemple. C'est ça. Fait que tu sais, ça a aidé beaucoup à pouvoir propulser ça. Puis tu peux faire même des partages d'écran. Fait qu'il y en avait un, m'emmener le DM, c'était ça, il partageait son écran avec la carte. Puis on voyait sur le partage d'écran où est-ce qu'on se déplaçait, tout ça. Puis il y a un de mes groupes, en fait, on est tous très loin physiquement. Tu sais, je veux dire, moi, j'habite dans les cantons de l'Est. J'ai des amis qui habitent à Montréal. J'en ai un qui habite dans le coin de Repentigny. Fait que on pourrait pas se voir à toutes les semaines, par exemple, pour se réunir. Parce qu'un vendredi soir, chacun chez soi, c'est facile de le faire à ce moment-là. Je vais te demander à quel jeu que tu as déjà joué, quel jeu de rôle que tu as déjà joué, lesquels sont tes favoris, lesquels que tu as moins aimé. Je suppose que
t'as quand même une grosse panoplie de jeux de rôle ou tu te contentes des mêmes? Ben, il y en a beaucoup que j'ai essayé aussi. Ok. J'ai joué, bon, si on prend Pathfinder, j'ai joué première, deuxième édition. Je dirais pas que c'est un système que j'aime particulièrement, mais bon, c'est un système qui est utilisé par un de mes groupes, fait que je suis avec le groupe. J'ai joué, par exemple, Donjons et Dragons, qui prend un des jeux de rôle les plus connus par ceux qui jouent pas vraiment à des jeux de rôle. J'ai joué à la 2.5 édition, à la 3.5, à la 4, à la 5. C'est pas mal la 5, la dernière qu'on utilise le plus. J'ai joué pendant peut-être 5 ans à la 2.5, que j'ai quand même bien aimé. Sinon, dans des systèmes un peu moins connus, bon, Praetoria Prima, comme que je parlais, j'ai pas retrouvé mon livre. J'ai trouvé mon livre de maître de jeu, pour ceux qui se demandent de quoi ça a l'air. C'est vraiment Praetoria Prima. Vous avez dans le fond. C'est vraiment la carte romaine de la ville de Rome à l'époque. Avec toutes les bâtisses, des fois, ça peut aider à se repérer. Un système que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai pas eu la chance de jouer souvent, mais que j'ai beaucoup aimé, c'est Tales from the Loop. Grosso modo, ça ressemble, c'est un peu comme si on prenait Stranger Things, qu'on le mettrait en jeu de rôle. Donc, ça se passe dans les années 80. On joue des adolescents, des jeunes adolescents, pré-ados même, parce qu'il faut avoir entre 10 et 15 ans comme personnage. Il se passe des choses un peu obscures, un peu surnaturelles, puis dans le fond, on enquête un peu là-dessus. Les adultes ne nous croiront jamais, donc il faut essayer d'utiliser de nos moyens, mais les moyens des années 80. Donc, c'est vraiment c'est beaucoup plus basé roleplay comme style de jeu. Il y a la version Tales from the Flood, qui est la version comme jeune adulte, donc qui est comme un peu la suite qui se passe dans les années 90. Donc, tu peux faire évoluer ton personnage du premier système des années 80 puis celui des années 90. Ça peut être quelque chose d'être très intéressant. Un autre jeu que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle... En fait, c'est particulier. Ça s'appelle Weave. Je l'ai ici. En fait, le jeu complet, c'est que cette boîte. Ah, ok. Donc, à l'intérieur, il y a 6 dés, des dés 6 faces, avec des symboles, et un deck de cartes qui est un deck de tarot. En grande majorité. Donc, il y a toutes les cartes de tarot et vous avez après ça des challenges qui sont en lien. Donc, le jeu, il se fait dans plusieurs univers et il fonctionne avec une application sur téléphone. Donc, tout se fait dans l'application par téléphone. La fiche de personnage, les quêtes, tout ça. Et c'est pour choisir son personnage, c'est en pigeant des cartes de tarot au hasard, on les scanne dans l'application puis ça nous donne 2-3 choix, mettons, pour ses caractéristiques physiques, caractéristiques mentales. Et le reste, c'est vraiment très, très libre. Donc, tu peux décider de penser à ton personnage comme tu veux. Puis j'ai fait autant des parties dans un système à la Star Wars, donc avec des vaisseaux, des choses comme ça, autant une affaire à la Stranger Things, donc plus réaliste, où est-ce que, dans le fond, la quête, c'était vraiment d'être couronné roi et reine de bal de finissant. C'était ça la quête. Ah, ça donc, tu sais, c'est vraiment quelque chose d'hyper réaliste. Puis tu peux jouer en affaire de vaisseau, tu peux jouer en affaire plus d'horreur. Il y a vraiment plein de systèmes différents que tu peux choisir au sein de l'application. Puis ils sont en train de rajouter des nouveaux systèmes de plus en plus, des univers différents, mais tout se fait avec les mêmes dés, avec le même jeu de cartes. Mais il n'y a pas de classe. Jets d'opposition. Donc, ouais, ben il est toujours en progrès. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens peuvent soumettre des idées aussi dans le jeu, donc soumettre des univers, des choses comme ça. Fait. La communauté a bien sa place. Ouais, c'est ça, il y a vraiment... c'est quand même assez récent comme jeu, mais assez intéressant parce que justement, c'est tout le monde participe à l'univers, donc c'est pas juste le DM qui dit ben vous arrivez à l'auberge, elle a l'air de ça. Il va vraiment plus dire, ça c'est un peu ça qu'il y a dans Tales from the Loop. C'est les joueurs autour qui vont dire ben dans le village il y a tel truc, ou dans le vaisseau il y a tel truc. Puis là le DM va faire comme ok mais tel truc il a l'air de quoi, c'est toi qui vas me le décrire. Ou ok ton meilleur ami il travaille à tel poste, il a l'air de quoi ton meilleur ami, c'est quoi qu'il aime, comment. Fait que tu sais c'est d'inciter les joueurs à penser beaucoup plus loin que juste eux-mêmes. C'est de construire vraiment un monde entier, puis c'est ça qui est intéressant parce que c'est une dimension qui est souvent oubliée dans les jeux de rôle plus traditionnels, je pourrais dire, où est-ce que les gens vont prendre un livre, vont prendre une quête, puis certaines personnes, puis c'est correct aussi, ils vont vraiment y aller by the book, puis c'est ça, comme ça dans le l'histoire.
C'est ça, si le joueur décide qu'il dévie de la quête, ben là, le maître de jeu peut-être saura pas exactement comment improviser, pis ça, puis c'est correct aussi. Mais c'est ça, c'est des jeux qui sont beaucoup plus axés sur le roleplay, fait qu'il faut vraiment aimer beaucoup plus cette partie-là que sur le combat, mais il peut y avoir aussi du combat, puis c'est ça, c'est que ça dépend des types de systèmes qui sont allés chercher. Ah, c'est nice. Vu que tu as joué à plusieurs éditions de D&D, oui. Tu m'as dit que tu as beaucoup joué à la 2.5. Alors, c'est quoi les différences selon toi les plus marquantes entre la 2.5, la 3.5 puis potentiellement la 5e édition qui est rendue... Si on prend, mettons, bon, à la base, quand il y a eu la première édition, j'ai pas vraiment joué, j'ai survolé, il était extrêmement compliqué et très peu newbie-friendly, si on pourrait dire. C'était plus difficile d'approche pour ceux qui avaient pas vraiment de passion pour entrer là-dedans. Dans la deuxième édition, ils ont commencé à essayer de simplifier des choses. Mais il y a encore beaucoup de complexité. C'est pas tout le temps facile de tout comprendre, il y a beaucoup de règles, mais c'est pas mal à la deuxième édition 2.5 qui ont commencé à vraiment plus mettre en place l'univers de Donjons et Dragons, dont existent encore aujourd'hui certains personnages, certains lieux qui sont encore très fréquemment utilisés dans toute la franchise Donjons et Dragons. Donc, c'est surtout pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ça, puis il y en a beaucoup qui adhèrent au fait que c'est un jeu qui est très varié côté dés. Donc, à partir de la 3.5, c'est beaucoup le D20 qui est utilisé pratiquement sur tout, tandis que dans la 2.5, tu peux avoir des jets que tu as besoin d'un D12 ou d'un D8, puis c'est pas juste les dommages d'un arme qui ont... Fait que ça complexise d'un certain sens un peu plus ça. C'est sûr que 3.5 est vraiment plus simplifié au niveau des règles. C'est vraiment qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire avec la 3.5, c'est de la simplifier pour qu'elle soit beaucoup plus facilement abordable auprès des gens. Peut-être ça qui est fait, c'est pas mal à partir de la 3.5 que ça a été beaucoup plus connu au niveau de Donjons et Dragons. Quand ils ont fait la 4e édition, j'ai eu l'impression qu'ils ont essayé de mélanger des cartes de Magic avec Donjons et Dragons. Dans le fond, je sens que moi, j'ai souvent joué des Magic users, donc souvent avec des sorts, tout ça. Même les autres personnages, qu'est-ce qui était des skills, des sorts, t'avais vraiment l'impression que c'était des cartes. Ça avait l'air de format carte que tu cochais ou que tu tapais pour pouvoir utiliser tes sorts, tout ça. Puis j'ai vraiment eu un feeling de carte, d'un jeu de cartes et non pas vraiment d'un jeu de rôle. J'ai moins accroché, j'ai pas joué beaucoup avec ce système-là. 5e édition, c'est vraiment le fait que, bon, avec D&D Beyond, par exemple, le fait qu'il est facilement accessible en ligne, autant en anglais qu'en français, je pense que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui commence pour le système Donjons et Dragons de commencer avec la 5e qu'avec les autres systèmes. Ça veut pas dire qu'il ne comprendra pas les autres systèmes, mais je pense que c'est beaucoup plus facile pour le grand public avec la 5e édition qu'avec les éditions précédentes. Puis le fait qu'il est facile en ligne, c'est facile de juste avoir une fiche, la remplir en ligne. À ce heure, c'est possible d'avoir les anciennes fiches des autres éditions, puis de les faire en PDF qui sont remplissables. Mais je pense que vraiment la 5e est vraiment mieux pour apprendre le système, puis après ça, de voir est-ce que ça tente vraiment de changer le système pour voir différentes choses, voir qu'est-ce qu'ils ont modifié avec le temps. Parce que moi, personnellement, j'ai ma première game de D&D, ça a été sur la 3.5 avec un de mes collègues qui est un grand fan et tout ça. Il avait invité son beau-frère qui est un gros joueur de D&D. De base, à cette époque-là, j'avais plutôt une mauvaise maîtrise de l'anglais. Alors, il arrive... Si tu avais des livres en anglais, ça aidait pas. Ouais. Tous les livres en anglais, tout ça. Il arrive, genre, style... Il arrive à la maison. On avait déjà créé les personnages. On commence la game, tout ça. Il a sorti les livres. Il a sorti des livres de partout. Il y en avait partout des livres. À gauche, à droite, tout ça. Il y en a en salle des livres de 3.5, beaucoup plus que 5.0. Puis quand il arrivait chez... 5.0 n'est pas fini non plus, entre guillemets. Ouais, c'est vrai. Il continue à sortir des livres, mais la majorité, ils sont en PDF, en ligne. Fait que ça paraît pas nécessairement pour la quantité aussi. Ouais. Puis il m'arrive, il me dit... 3.5, il y en avait vraiment si tu veux optimiser ton perso, check ça. Il me passe 3 livres. Je suis comme... Ok, j'ai de la misère avec l'anglais, puis tout ça, ça m'avait sonné vraiment big, puis tout ça, c'était un peu rough sur le premier coup et tout.
Par la suite, j'ai joué à la 5.0, qui était, selon moi, une édition qui est très facile à prendre en main. Oui. Puis, vraiment, je regarde la 3.5. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que la 3.5 a beaucoup plus de dons, vu que c'est une édition qui est complète. Oui. Puis, il y a plus de contenu, mais il y a certains trucs que j'aime bien en 3.5, comme un exemple, les armes de finesse, le fait que t'es pas obligé d'utiliser un don pour utiliser la finesse, ta stat de dex et autres. Mais sinon, au premier abord, ça peut paraître assez déroutant. Ouais, non, c'est ça. Oui, il y a certains livres qui ont été traduits en français, mais ils étaient souvent beaucoup plus chers. Puis des fois, c'est comme un 30-50$ plus cher. Fait que c'est pas tout le monde qui allait les chercher. Puis c'est pas l'entièreté des livres non plus qui étaient traduits en français. Fait que des gens qui voulaient pouvoir avoir tous les livres, ou plusieurs livres qui correspondaient à ce qu'ils cherchaient, il était mieux de les prendre en anglais parce que des fois, les traductions sont pas toujours exactes parce que surtout à l'époque, quand on prenait un traducteur pour un livre, c'était probablement un très bon traducteur, mais il savait strictement rien au jeu de rôle. Ouais, il connaissait pas l'univers du jeu de rôle, ni l'univers de c'est ça, il y a des choses qui peuvent se traduire facilement d'anglais en français, mais quand tu n'as pas nécessairement le contexte ou que tu comprends pas le contexte, c'est plus difficile. C'est quand même mieux que, mettons, Google Translate. Ouais, ça, c'est sûr. Mais, il y avait des affaires qui traduisaient pas nécessairement bien, puis d'un livre à l'autre, même en français, des fois, tu avais des traductions qui étaient pas les mêmes parce que c'était pas les mêmes traducteurs. Fait que tu pouvais avoir le même mot en anglais qui était traduit de deux façons différentes dans deux livres. Mais ça pouvait rendre plus complexe le jeu. Si je me trompe pas, récemment, je crois que ça s'est passé cette année. Il y a Wizards of the Coast sont rendus qui traduisent eux autres mêmes leurs livres. Oui. Puis il y a comme genre la génération de livres en français qui étaient traduits par leurs traducteurs. Puis à cette heure, il y a une nouvelle génération de livres qui ont sorti que c'est traduit par eux autres mêmes. Oui, ils ont été chercher des traducteurs. Ben, se sont dit, au lieu de faire de la sous-traitance, comme c'est souvent le cas, dans le fond, c'est des centres qui font que de la traduction, ils se sont dit qu'il était mieux, puis le fait que ça va chercher une meilleure qualité, ça leur rassure d'avoir une meilleure clientèle, parce que c'est sûr que la clientèle francophone est beaucoup plus petite que la clientèle anglophone au niveau international. Oui, ça c'est sûr. Même juste en Amérique, on s'entend. En Amérique, c'est beaucoup plus facile de vendre. Fait tu sais, il faut que ça vaille la peine de vouloir traduire. Avec le Québec, avec la France, il y a plusieurs pays qui parlent français aussi. Belgique, Suisse. La Belgique, la Suisse, il y a la Nouvelle-Calédonie en Océanie, par exemple, où la majorité des anciennes colonies françaises. Oui. Fait que ça fait en sorte qu'il y en a qui, plus ils ont de demandes, plus ça va valoir la peine d'aller chercher des traducteurs qui vont valoir la peine. Oui, complètement. Oui. Puis c'est parce que ces traducteurs-là, Wizards of Coast peuvent les utiliser, que ce soit justement pour leurs livres de Donjons et Dragons, que ce soit pour Magic the Gathering, que ce soit pour... qui ont aussi des cartes en français. Ça peut tellement les chercher de franchise. Tu sais, un coup qu'ils ont sur place, ils les payent. Tant qu'elle est payée, ils vont les utiliser. Fait que ça fait juste permettre... C'est ça. Ça permet plus de possibilités à ce moment-là. OK. Du coup, la plupart de tes livres sont en anglais, je suppose. Ceux que j'ai... Mais en fait, j'ai très peu de livres. Ça, c'est un peu du sort. J'ai très peu de livres. Praetoria Prima, c'est un jeu qui vient de France. Donc, c'est sûr, il est en français. Ah, nice. Oui, il est juste en anglais. Alice is Missing, c'est aussi juste en anglais. Je sais qu'ils travaillent sur faire une traduction en français. Tales from the Loop, il existe juste en anglais. Eux, je les ai en PDF. Puis les livres de Donjons et Dragons 2.5, je les ai pratiquement tous liquidés parce que j'y jouais plus. J'en avais, je dirais, la moitié en français, la moitié en anglais. Puis 5e édition, j'ai 0 livre. Parce que tout est disponible en ligne. Ouais. Fait que je me suis dit, j'ai pas assez d'espace, 2 heures d'essence. Puis je me dis, j'ai pas assez besoin d'avoir le livre physique. Je peux facilement les trouver l'information en ligne. Fait que ça vaut pas tant la peine. Puis je peux la trouver facilement en français ou en anglais. D&D Beyond est en anglais, mais même il existe D&D Wiki, je crois que ça s'appelle, qui est francophone. Je sais aussi qu'il y a IDD
je crois aussi. Oui, c'est ça. C'est celui que j'utilise. Puis justement, ils ont fait la mise à jour en français des nouveaux traducteurs. Un exemple, le sorcier a changé de nom pour occultisme, puis tout ça. Mais... Ben, c'est ça. Je pense que c'est quand même... c'est vraiment très très bon pour ça parce que il est facilement accessible. Fait au final, des livres de jeux de rôle, j'en ai plus tant que ça, mais ceux que j'ai, la majorité sont en français. Ah, ok, c'est nice. Par hasard, est-ce que tu connais le jeu Paranoia? J'en ai entendu parler. Okay. Moi, je suis moins dans les jeux horreur survivaliste parce que j'ai une énorme phobie de ces affaires-là. Ah, ok. Fait que c'est le genre de jeu que moi, je joue zéro pin barre. J'ai des amis qui, eux, trippent sur l'horreur puis ils savent, ils m'invitent genre jamais à partie de ça parce qu'il existe il y a beaucoup de jeux de rôle qui est sur l'horreur. Puis je suis correcte aussi parce que ça prend... Il y a des jeux de rôle tellement pour toutes les thématiques. J'ai un jeu de rôle que j'ai pas essayé encore, que j'ai acheté, où est-ce qu'on incarne des chats. J'en ai entendu parler de Papa DM, c'est que tu incarnes des chats, oui. Je me rappelle plus c'est quoi le nom du jeu, mais j'en ai entendu parler d'un jeu de rôle comme ça. C'est Kitty Save the World. Ok. Puis dans le fond, c'est un Kickstarter, j'avais participé, puis c'est ça, c'est dans le fond... T'es un chat, puis t'as un pouvoir, mais tu dois pas le montrer aux humains, parce que les humains ne doivent pas savoir, puis tu dois protéger ton humain. Puis là, il y a différents fascicules, où est-ce que ça peut être soit contre des extraterrestres, soit contre des monstres sous le lit. Il y a vraiment les degrés de jeu possibles et imaginables. Fait que ça, j'ai pas encore eu la chance de l'essayer, parce que quand je l'ai eu, il n'y avait pas encore de version facilement accessible en ligne, puis on était en plein COVID. C'était pas le temps d'essayer avec du monde à ce moment-là. Mais ça, c'en est un que j'ai bien hâte d'essayer. Ok. Pour les jeux que tu as eu, un exemple, ton jeu que tu as eu de la France, est-ce que tu te l'es procuré ou est-ce que tu as été en magasin te le faire commander ou Amazon? J'ai un ami qui vend des livres de jeux de rôle, le Gnome Archiviste. Puis lui, dans le fond, sa spécialité, c'est vraiment les jeux de rôle, les jeux de société, les jeux de rôle en français. Donc, il va aller chercher ceux qui viennent en France, ceux qui sont faits au Québec. Puis c'est de là que j'avais acheté le livre. J'ai acheté le livre, puis j'ai acheté le guide de maître de jeu. Puis en ligne, il y a sur GROG, si ma mémoire est bonne, il y avait des aides de jeu supplémentaires qui pouvaient être gratuites. Il y en avait qui étaient achetées. Vous pouvez aller chercher des campagnes supplémentaires aussi, donc des choses intéressantes quand même. Fait qu'en PDF que je pouvais télécharger, des fiches de personnages aussi que j'ai pu télécharger en PDF pour imprimer. Sinon, il y en a certains que j'ai participé à des Kickstarter, puis c'est comme ça que j'ai pour les livres Donjons et Dragons, par exemple, ça c'était en boutique que j'avais été chercher à ce moment-là. Ok. La boutique que tu as nommée le Gnome... Gnome Archiviste. Gnome Archiviste, c'est une boutique en ligne? Oui, c'est une boutique en ligne. Mais il va être parfois dans des événements, genre les événements de jeux, comme le Comic-Con, par exemple, Festival Draconis, tout ce qui peut être jeu ludique, tout ce qui est de près ou de loin au jeu, parce que comme il y a aussi des jeux de société, il va être sur place. Mais il est aussi éditeur de jeux, qui sont en train de créer un jeu de rôle comme pour débutants, si on pourrait dire. Puis ils en ont créé un qui, lui, est vraiment sorti, qui est pour les enfants. Où est-ce que les enfants incarnent le lutin du Père Noël, puis ils doivent aider le Père Noël à ses préparations. C'est comme pour à peu près à partir de 4 ans, 4-5 ans. Fait que, c'est comme des petites histoires, c'est un jeu qui se joue avec le parent puis l'enfant, genre rapidement, mais avec des dés qui ont des couleurs pour pouvoir s'aider. T'as des classes du genre celui qui s'occupe des reines du Père Noël, celui qui fait les biscuits pour le Père Noël. C'est vraiment très, très imagé là-dessus. C'est cute. J'en ai entendu parler, parce que j'ai aidé à la correction du texte. J'aime le principe et tout, de vraiment comme pousser l'accessibilité. C'est une bonne façon d'initier les enfants aussi aux jeux de rôle. Dans tes games de JDR, est-ce que tu es plus centré sur le roleplay, le tactique, les combats? Je pense que ça va paraître évident avec les jeux que je parlais. C'était beaucoup moi, je suis vraiment la roleplayiste souvent du groupe. Puis je vais souvent faire des personnages en conséquence aussi. Je vais aller chercher des fois des skills qui normalement ne sont pas utilisés juste pour des opportunités de roleplay que ça peut m'apporter.
Puis des fois, ça peut me mettre dans la merde pendant des combats parce que je suis peut-être pas assez orientée combat, mais je me dis, je suis pas toute seule, j'ai des coéquipiers de vrai ils sont là pour ça, quoi. Ils sont là pour ça, tu sais. Toi, t'es là pour pogner des rabais, les autres sont là pour taper. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que, au pire, puis je suis quelqu'un j'ai pas nécessairement toujours la logique pour maximiser mes personnages vraiment au côté statistique, combat, armure, tout ça. C'est vraiment plus comment est-ce que le personnage va paraître. Et je peux passer 10 minutes à essayer de décrire un spell que je suis en train de faire, autant de comment il est en train genre d'incanter jusqu'à de quoi le spell a de l'air quand il sort, pour au final faire 3 de dégâts. Tu sais, ça peut être des fois des choses assez... mais ça va rajouter une ambiance qui est très différente. Puis c'est sûr, je joue avec des personnes qui ont l'habitude aussi de voir aller. Puis tu sais, je vais pas non plus over-exagérer. Il y en a qui vont partir des fois dans des tirades, puis ça finira pas. Je vais quand même essayer de garder ça au minimum, puis c'est drôle parce que comme je suis un peu en pause en ce moment, j'ai un de mes amis qui a fait comme moi, j'ai vraiment hâte que tu reviennes parce qu'on a une nouvelle joueuse, puis elle est vraiment très genre, ben je fais 3 de dégâts. Ouais, mais c'est quoi que tu fais? Ben je tire une flèche. Ah, non, je fais juste tirer une flèche. Mais tu sais, juste, elle dit, ça serait le fun que tu viennes montrer un peu c'est quoi le roleplay, parce qu'elle sait pas c'est quoi, tu sais. Fait que, puis, tu sais, c'est normal, tu sais, quand tu commences, je me souviens quand je commençais un peu les jeux de rôle, j'étais aussi très, très feuille de personnages avec les statistiques, puis tout ça, puis avec le temps, j'ai plus développé le côté roleplay, puis c'est vraiment ça qui a fait que j'ai comme balancé dans certains jeux de rôle qui étaient beaucoup plus roleplay aussi. Ok. Tes personnages qui t'ont le plus marqué? Ça peut partir longtemps comme ouais, la grande question, c'est... La grande question. Je vais y aller avec un des personnages que j'ai joué dernièrement, qui m'a marqué vraiment beaucoup, qui est Miriani. Dans le fond, c'est une Eladrin, donc les Eladrines dans Donjons et Dragons 5e édition. C'est un sorte d'elfe, mais qui vient du monde des fées. Ok. Donc, c'est des elfes qui ont été imbués par le monde des fées. Donc, ces elfes-là ont des saisons, qui fait que l'apparence physique change selon la saison qu'elle incarne. Ça peut être printemps, été, automne, hiver, donc les 4 saisons qu'on connaît. Donc, c'est sûr, hiver, elle va être plus d'un teinte de blanc-bleu, l'été, elle va être plus d'un teinte verdâtre, à l'automne, ça va être plus des teintes de rouge. Donc, c'est vraiment plus, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est fait avec la saison physique actuelle. Ça peut être beaucoup selon les émotions ressenties. Et comme je suis quelqu'un qui est très roleplay, ça l'a joué beaucoup là-dedans. Puis il y a certains sorts qui sont influencés selon la saison aussi. Donc chaque saison a un sort spécifique qui varie. Sinon le restant est tout identique. Et je jouais dans le fond une Warlock. Donc l'occultiste. J'essaie de voir comment traduire ça en français. Je pense en français, le nom de la classe, c'est l'occultiste. L'occultiste, bon. Puis, au lieu d'aller chercher quelque chose qui est très démoniaque, quoi que ce soit, je suis allée chercher, c'est dans le fond, une licorne, qui était mon patron. Ok, oui. Licorne. Donc, oui, et un peu le flaw qu'elle avait, c'est que tout le monde est son ami. À ton personnage? Donc là, on a la fée qui arrive, pas la fée, mais l'elfe qui arrive, qui a l'impression que tout le monde qu'elle rencontre, c'est ses amis. Oh my god. C'est ça, c'est des gens qui sont gentils, qui sont incompris, puis tout ça. Fait qu'il a fallu que le groupe, des fois, fasse comme non, lui, c'est pas notre ami. Tu sais, fait que ça a été quand même assez particulier. Puis souvent, les Warlocks, ce qu'ils vont chercher, ils vont chercher le skill Eldritch Blast. Ouais, des charges occultes. Fait que je l'ai pas pris. J'ai été chercher toutes les que ce soit prestidigitation, que ce soit la main qui m'a... Toutes faire de la bouffe, faire changer... Tous les trucs qui sont les plus passifs possibles et imaginables, j'ai été me chercher ça. Mais j'ai été me chercher des skills du genre invoquer un gardien qui est présent. Puis tous les sorts qu'elle faisait changent selon la saison qui est imbuée. Puis ce qui est arrivé, c'est quand ils ont rencontré mon personnage, elle était dans la saison du printemps, donc très enjouée, très justement un peu naïf. Ça faisait pas longtemps qu'il était sur ce plan-là. Et un moment donné, il y a un personnage qui est mort. Qui est le genre de choses qui arrivent. Le joueur, ça ne dérangeait pas de changer de personnage. Ça s'est arrangé puis tout ça.
Sauf que là, au lendemain, ils se sont rendus compte que la petite elfe, toute douce, toute gentille, toute joyeuse, était triste, était toute blanche, avait changé de saison pour l'hiver, est en dépression solide. Fait que ça a été de jouer avec tout ça et de jouer. C'est là qu'ils ont découvert que, OK, les saisons changent selon son humeur. Un moment donné, elle s'est ramassée qu'il y a un autre personnage qui est décédé, puis là, elle a décidé que, OK, là, ça va faire, on va faire de quoi, puis elle est devenue la saison d'été, qui sont beaucoup plus combatifs. Puis là, ils étaient rendus quasiment enflammés, puis tout ça, puis ils ont vraiment fait comme, OK, là, il faut la retenir, parce que... Alors, c'est pas que... Mais fait que ça a été beaucoup de jouer avec ça, puis ça a été une partie qui a duré quand même 3 ans, si ma mémoire est bonne. Fait que j'ai joué avec justement toutes les saisons, avec toutes les émotions possibles et imaginables. On s'est ramassé où est-ce que il y a 2 personnages qui sont tombés en amour, puis c'est mon personnage en tant que Warlock qui a fait la cérémonie de mariage, parce que c'est le genre de skill que j'ai été me chercher de pouvoir faire des cérémonies de mariage. Fait que c'est moi qui ai fait la cérémonie de mariage pour les 2 personnages. J'ai fait des cérémonies de funérailles pour d'autres personnages qui sont décédés. Fait que tu sais, c'était vraiment tout décrire ces genres de cérémonies-là. Ça a été aussi des fois très long, mais c'était vraiment de mettre une ambiance en hiver. Puis c'est le genre de choses qui enlève un peu la pression sur le DM de créer quelque chose. Parce que le DM, il me regardait, il comme vas-y, t'as le plancher, je te laisse aller sur ta description, puis moi, je partais, tu sais. Fait que c'est le genre de choses que moi, j'ai beaucoup aimé avec ces personnages-là, de pouvoir avoir la dimension roleplay, parmi des fois dans des sections où est-ce que c'était pas nécessairement le genre de choses qu'on voit, puis c'était du Donjons et Dragons 5e édition quand même, mais d'emmener une dimension beaucoup plus roleplay que juste by the book, puis suivre la fiche de personnage, comme c'est souvent dans ce jeu-là. Je sens qu'après ta vidéo, il y a certains de mes joueurs qui vont aller fouiller sur cette race d'elfes-là. Il y en a 2 de mes joueurs que je suis sûr qu'ils vont sauter dedans, mais c'est possible. Quoi. Autant moi, je l'ai joué très roleplay, autant que même si tu es quelqu'un qui est très stat, elle est extrêmement intéressante. Après, il faut que tu sois dans un univers ou un DM qui accepte d'avoir des races qui viennent du Feywild ou du monde des fées. Parce qu'il y a certaines parties qui accepteront pas ça. Fait que ça, c'est toujours à vérifier avec votre maître de jeu, parce que moi, c'était vraiment une race que je m'attendais pas à jouer, puis c'est mon DM qui a fait genre, je pense que ça t'intéresserait, puis je lisais là-dessus, je fais comme oui, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même très, très intéressant comme race, qui est pas nécessairement connu, parce que moi, je joue pratiquement tout le temps des elfes, c'est un peu mon dada. Et là, ça me permettait de faire quelque chose qui était vraiment très différent, qui était loin de l'elfe hautaine qui veut faire chier les gens, tu sais. J'ai fait ça aussi comme personnage. Parce que autant il y en a des joueurs qui sont du genre, j'ai déjà joué un elfe, je passe à autre chose. Mais il y a tellement de sous-races d'elfes. Il y a tellement de possibilités. J'aime jouer beaucoup des personnages qui ont une apparence pretty. De mon côté très girly là-dessus. C'est sûr que les elfes ont souvent attiré mon attention. Ça va m'arriver de jouer plus humain. Là, en ce moment, dans la partie que je joue en pause, c'est une Calastar, donc ça a l'apparence d'un humain, mais qui est mélangé avec un esprit du monde des rêves. Fait qu'elle a de l'air humaine, mais ça a de l'air comme plus ou moins naturel sur son côté. Sinon, je joue dans la partie d'initiation avec des gens, c'est une partie qui appelle Monstre. Fait qu'on joue toutes des Evil. Fait que j'ai été prendre le plus pretty des Evil, qui était une Dark Elf, qui appelle des Dolkaben dans ce jeu-là. Mais c'est clairement des Dark Elf. Elle est costumière en plus, c'est comme, elle fait des belles robes, des choses comme ça. C'est comme le genre de choses que je vais aller chercher. Sinon, j'essaie de voir c'est quoi dans l'autre partie. Sinon, ça va être soit des humains ou des elfes souvent que je vais jouer comme genre de classe. Comme genre de race. Parfait. J'avais une question, mais je l'ai oublié. Tes pires expériences de jeu? Je me suis rendu compte, ça c'est vraiment plus avec du recul, parce que je dirais pas que j'ai eu des parties où est-ce que vraiment ça a été épouvantable comme partie, fort heureusement. Avec le recul, je me suis rendu compte par contre que c'est pas parce que des gens sont tes amis que c'est vraiment des bonnes personnes avec qui faire du roleplay. J'ai eu des parties où est-ce que c'était toutes des gens avec qui je m'entendais bien, mais je trouvais que il y avait quelque chose dans le déroulement de la partie, ça cliquait pas, ça marchait pas, il y avait pas une bonne chimie de groupe. Je pense que c'est quelque chose qui est très important, surtout pour une campagne à long terme. Quand c'est pour juste une partie, essayer un système, quoi que ce soit, c'est moins grave, mais c'est beaucoup plus agréable quand justement les gens essaient de se faire des personnages qui ont une chimie ensemble.
quand des gens font des personnages juste parce qu'ils veulent être le plus puissant du groupe, qu'ils veulent essayer de faire chier, entre guillemets, les autres personnes du groupe. Des troubles fêtes. C'est ça, qui sont des troubles fêtes. Tu sais, ça se peut un personnage qui va être un peu taquin ou qui peut faire quelque chose dans le dos des autres une fois. Mais quand c'est toujours, là, ça devient un peu... Ça peut être un peu gros. Puis je pense que c'est vraiment... tu te rends compte aussi qu'il y a certains systèmes, des fois, qui sont pas faits pour toi. Fait que, des fois, essayer de rester dans une partie juste parce que t'aimes le monde avec qui ils sont là, mais que le système te pue au nez, t'auras pas de fun, puis au final, ça va affecter les autres joueurs aussi. Puis, je veux dire, tu peux soit essayer de voir juste te retirer de la game ou voir, hey, on change-tu de système, on essaie-tu une autre affaire pour voir si eux ça marche, si ça marche pas. Puis c'est une des choses qui est hyper importante, c'est de parler avec les autres. Faire des fois un wrap-up après une partie pour dire, hey, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez pas aimé. Ou même si les gens sont pas à l'aise d'en parler devant tout le monde, d'envoyer un message des fois au DM pour dire, écoute, je suis pas à l'aise en partie ou quoi que ce soit. Puis c'est correct, tu sais, je veux dire, il devrait pas avoir aucune pression. C'est un jeu. C'est vraiment ça. Le but du jeu, c'est d'avoir du fun. Toute la game ensemble. Autant le DM aussi. Ça peut arriver que le DM, à un moment donné, il fasse comme ben j'ai plus le goût d'être DM, j'ai plus de plaisir, j'ai trop de pression, ça donne pas. Puis, tu sais, des fois, c'est juste, j'ai besoin d'une pause, ça me tente de jouer, mais j'ai besoin d'une pause. Ça peut être, il peut y avoir un DM qui va changer, un joueur qui devient DM pour quelques parties. Puis, c'est correct aussi, tu sais. Sinon, une des choses, par contre, aussi, c'est que je me suis déjà rendu compte, je me suis déjà forcée à faire des personnages qui me tentaient pas. OK. Puis c'est pas bon non plus. OK, oui. Si tu le sens pas, fais-le pas. Je pense que ça serait un conseil aussi. Si tu le sens pas, le personnage, fais pas le personnage juste pour faire plaisir aux autres ou parce que tu te dis, ah, je vais essayer de quoi de différent même si ça me tente pas. Des fois, tu peux être bien dans tes bas de pantoufles. J'aurais une question pour toi. C'est une petite mise en situation. Un exemple, t'as un joueur qui a pas beaucoup d'expérience, ben, un peu, mais pas beaucoup, puis il décide de faire un personnage. Créer tout le personnage comme qu'il veut, comme qu'il aime. Sauf que, rendu à un moment donné, il agit avec le personnage d'une manière, par exemple, hyper selfish ou gogol ou autre. Puis il finit par détester son personnage à cause que finalement il lui a donné un caractère trop gogol. Selon toi, qu'est-ce qui serait mieux de, un exemple, faire sortir le personnage du groupe, de re-rentrer un personnage similaire, mais cette fois-ci qui jouerait différemment, ou faire que son personnage change de manière de penser à cause d'un événement qui aurait pu arriver? C'est sûr que c'est très variable, parce que ça dépend toujours des personnes. Je sais que dans un de mes groupes, on a une espèce de règle où est-ce que jusqu'à niveau 5, on peut pas mal tout changer notre fiche de personnage. Ça peut être autant la race, la classe, sans pénalité. Ça peut être le comportement, ça peut être... Puis ça, c'est vraiment un changement. Si c'est quelque chose qui est mineur, mais c'est juste... Tu t'es réveillé dans la nuit, puis maintenant, tu sais plus tel truc, puis tu sais tel autre truc à la place. Puis c'est correct, puis on a déjà joué roleplay là-dessus, puis ça peut créer des drôles de... La voix des dieux est impénétrable, tu sais, ça peut être... Fait que quand c'est des affaires majeures... Oui, c'est ça, tu sais. C'est sûr que... Puis on a eu des situations où est-ce que, justement, il y a un joueur qui jouait son personnage, puis il trippait vraiment pas sur son personnage, puis il a voulu changer, puis c'est drôle parce qu'il y a juste le DM qui était au courant, puis finalement, on s'est rendu compte que pendant la game, il jouait son ancien personnage, on commence la partie, là, on commence à rentrer dans le donjon, puis là, il y a comme un NPC qui arrive, qui est un tueur à gages, puis qu'il a la tête apprise de son ancien personnage, pour se rendre compte que le tueur à gages, finalement, c'est son nouveau personnage. Ah, ok, oui. Fait qu'il a tué son ancien personnage. Tu sais, il a vraiment rendu in-game le changement. Fait que c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que ça justifie plus facilement l'arrivée autre que juste, ben, vous allez à la taverne, puis il y a une nouvelle personne assise à la table, puis vous décidez de joindre avec l'équipe, tu sais. Ouais. Ça faisait vraiment des façons très différentes, puis je pense qu'il y a moyen, peu importe, dépendamment où la partie est rendue aussi. Tu sais, c'est sûr que en plein milieu d'une forêt, ça peut se faire aussi de rencontrer quelqu'un qui est carrément perdu. Ou nous, c'est arrivé qu'on s'est ramassé dans un donjon, il y a eu un nouveau joueur qui se rendait dans notre groupe, puis bon, on l'a trouvé dans une cage dans le donjon. Ce qui a été plate, c'est que ça a pris 2 heures avant qu'on se rende là où est-ce que le DM avait mis la cage dans la pièce, parce qu'on n'a pas passé par le chemin, mais ça, c'est toujours des choses qui arrivent.
Fait que c'est des choses qui peuvent arriver. Fait que ça, au DM, essayez de placer vos cages de façon aléatoire, mais qui peuvent facilement se trouver. Accessible. Mais c'est ça, il y a toujours moyen d'arranger de quoi qu'un nouveau personnage se joint, puis, tu sais, faut pas forcer à garder un personnage si on l'aime pas. Puis c'est à devoir, est-ce que le joueur veut juste changer quelques affaires ou il veut repartir de zéro? Je pense que les deux se font très bien. Puis les deux peuvent s'intégrer très bien aussi dans la partie. Faut juste en discuter avec le DM pour mettre les choses en place. Le jeu de rôle se veut vocal. Ouais. Il existe des jeux de rôle qui se parlent pas, mais puis oui, ça existe un jeu de rôle où est-ce que t'as aucune communication verbale, mais ça se veut vraiment faut que tu puisses communiquer avec ton DM, puis que tu puisses parler avec les DM, surtout en dehors des parties. Lui dire aussi qu'est-ce que tu aimes du jeu, puis qu'est-ce que, tu sais, si t'as des idées, hey, ça m'est déjà arrivé, genre, hey, il me semble que ça pourrait être cool qu'il se passe telle affaire, ou prochaine ville, ça pourrait être intéressant qu'il y ait un truc genre tour magique, parce qu'il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, puis ça pourrait être intéressant pour plusieurs personnages, tu sais. Des fois aussi de penser qu'on n'est pas le seul joueur, le seul héros, entre guillemets, du groupe. Tout le groupe est un héros aussi ensemble. On va revenir à la question que je t'avais posée, mais c'est proche. Une autre question. La prochaine question, c'était tes pires erreurs et comment tu les as réglées. Ou comment tu aurais pu les régler, puis ça s'est causé par quoi? Soit des erreurs de mastering ou des erreurs en tant que joueur ou autre. En tant que DM, une des choses que j'ai remarqué, c'est ça c'est fréquent pour les DM, ont remarqué, les joueurs font jamais qu'est-ce que t'espères qu'ils fassent. Jamais. Ça, c'est toujours, ils vont réussir à trouver le truc que t'as pas pensé. Ouais. Puis dans Praetoria Prima, que j'ai fait à peu près une dizaine de fois le scénario d'introduction pour présenter le jeu à différentes personnes, je pense qu'il y a un personnage qui est une esclave là-dedans que je pense son sort a été réglé d'à peu près 10 façons différentes à chaque fois. Là. Il y a comme, à chaque fois, je me dis, OK, il va se passer quelque chose de... Non, ils réussissent à trouver quelque chose de nouveau à faire avec elle, puis je suis comme... Wow! Puis ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, mais qui met une pression énorme. Parce que t'as beau essayer d'anticiper tout ce qui va se passer, il va toujours se passer qu'est-ce que tu n'auras jamais anticipé. Puis il faut être capable, des fois, de se revirer sur un dissent. C'est pas toujours facile, c'est pas tout le monde qui a la capacité de faire ça. C'est correct ici. Fait que moi, une des choses que j'ai été faire, j'ai été me chercher des guides. J'ai des cartes qui m'aident à donner des quêtes secondaires parce que des fois, t'as juste pas d'idée et t'as besoin genre juste une petite quête rapide pour le temps qu'ils se remettent sur la route ou parce qu'il manque quelqu'un, par exemple. Fait que j'ai été me chercher, il y a des cartes que j'ai que c'est vraiment comme des petits decks de cartes où est-ce que c'est des objets random. Fait que ça peut t'aider à trouver des objets random qui cherchent. Ou juste, il y en a un qui c'est vraiment le genre de quête que tu vas trouver, des genres d'affiches que tu vas trouver sur un panneau d'affichage dans un village. Donc, genre, j'ai trouvé un œuf mystérieux dans mon poulailler, ça inquiète mes poules et moi-même, tu sais. Ou recherche des mercenaires pour escorter un marchand. Ou tu sais, c'est le genre de choses que des fois, sur le fly, tu l'auras pas, ben là, tu pêches 2-3 cartes, tu regardes, t'en pognes une qui fit dans ton lot, puis ça peut aider à ce moment-là. Une autre chose que j'ai remarqué aussi, qui est une erreur matérielle, les sets de dés. Bon, on n'a jamais assez de sets de dés, ça c'est un fait. Ça c'est un mais ça c'est un fait. Souvent, on choisit des sets de dés parce qu'on les trouve beaux. Oui. Mais la première chose qu'on se rend compte, les chiffres sont pas lisibles dessus. Fait qu'une des choses que je fais maintenant... la tête, c'est comme... oui, c'est ça, tu sais, j'ai le set de dés, c'est un D6, puis je sais pas si tu vois qu'on voit pas les chiffres. Ouais, c'est des points, sont supposés être dorés, puis honnêtement, ça a comme l'air de rien, parce que le dé, il est comme vert doré. Fait qu'à cette heure, je fais des chiffres qui sont... Je prends des dés qui sont foncés avec des chiffres blancs, ou des dés pâles avec des chiffres noirs, parce que t'as pas toujours un très bon éclairage où est-ce que tu joues non plus. Aussi. Fait que ça, c'est le genre de choses. T'sais, choisir des couleurs que t'aimes, c'est une chose, mais assure-toi que les chiffres, que les dés sont extrêmement lisibles. Parce que, sérieux, là, ça peut être... c'est un 6, ah non, je pense que c'est un 8. Là, si tu prends le dé, le monde va faire « Ouais, mais t'as tourné ton dé » ou... Prends quelque chose qui est facilement lisible, peu importe l'éclairage. Il y en a qui sont faits à cette heure, glow in the dark en plus. Puis des dés, il y en a genre en tout genre. Fait que, tu sais, je m'en suis cherché pour justement mon jeu romain.
Ok, c'est oui. c'est un D10 Ah ouais, en en chiffre romain. Ah, c'est cool. Ouais, parce que c'est un jeu qui est en système des 10, fait que j'ai été me chercher juste des 10 en chiffre romain. Encore là, ben c'est ça, c'est blanc avec des chiffres noirs, fait que facile à voir. Puis tu peux avoir, justement, quand je disais des fois, pour s'aider, j'ai un dé que c'est des températures qu'il y a dessus. Oui, j'en avais entendu parler. Fait que juste des fois, genre, fais quoi aujourd'hui ou va faire quoi demain, je lance ça, puis je fais comme, bon, ben aujourd'hui c'est ensoleillé, voir, ça peut être assez intéressant. Bon, c'est sûr que si c'est en plein été que ça tombe sur le dé de neige, ça se peut qu'il pleuve à la place, tu sais, c'est aussi d'être capable d'improviser. Mais c'est ça, c'est dans les trucs que je dirais, dans les erreurs que je fais, que j'ai faites, c'est vraiment, je me suis acheté un paquet de sets de dés qu'au final j'ai presque pas utilisé parce qu'il était pas lisible. Je veux dire, à un moment donné, tu dépenses beaucoup dans cette passion-là. Nous autres, c'est rendu une grosse dépense, quoi. Ma copine, elle a un gros sac de dés, moi aussi. C'est ça, fait à un moment donné, je me suis débarrassée de mes dés que je savais que je n'utiliserais pas, puis qu'au final, j'aime mieux me racheter des dés avec des teintes que j'aime, mais que je sais que je vais utiliser, puis que les coups vont être facilement visibles, peu importe l'éclairage. Ça saute sur l'espace un peu. Mais puis ça me permet à ce moment-là aussi d'avoir de l'espace pour d'autres choses après ça. Dans le même sens, côté équipement et support, est-ce que dans tes games, les DM utilisent un équipement particulier? Un exemple, la Battle Map, qui se trouve être une map avec des carrés? C'est souvent des maps avec souvent. Dans les parties qui étaient présentielles, ouais, ben c'est ça, en présentiel, souvent, j'ai des amis qui ont trouvé, c'est du papier d'emballage, mais qui était fait avec des carreaux à l'envers pour pouvoir découper dans les formats. Fait qu'eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont découpé des grandeurs qu'ils voulaient, mettons, pour des donjons, des forêts, des choses comme ça. Ils ont dessiné dessus, parce que c'est juste du papier. Ouais. Puis t'avais déjà tous les carreaux de 1 pouce par 1 pouce, parfait pour justement le jeu de rôle. Il y a aussi des espèces de maps ou genre des espèces de grands tapis qui est genre tout carotté, puis de l'autre côté qui est hexagonal, que tu peux utiliser à ce moment-là, qui est avec des crayons effaçables. Fait que ça allait comme vraiment super bien. Un peu dispendieux les maps par contre. Ouais. Mais mes amis en ont un, puis c'est comme une grosse battle map en carré avec un... Très utile, mais la map lui a coûté comme 80$, c'est assez grande et tout ça. Ouais, c'est ça, c'est un investissement, je dirais, à ce moment-là. Mais c'est vraiment dans les choses, je te dirais, basiques. Une des choses que j'ai commencé à utiliser, que j'aime beaucoup, c'est vraiment une boîte pour mélanger mes dés, pour pas que mes dés roulent à l'infini. Ça, c'est quelque chose que je tripe vraiment. J'en ai un hexagonal en bois, puis j'en ai un autre qui est, dans le fond, celui que j'ai en ce moment. Il y a comme 2 sections. Fait que je peux avoir mes dés que j'utilise pas, les dés que j'utilise. Puis, quand il est fermé, il y a comme des aimants. Ah oui? Ça fait comme un livre. Ah, nice. Fait que, comme c'est aimanté, ben mes dés restent dedans, puis je peux le ranger dans ma bibliothèque avec mes livres. Nous autres, on utilise un genre de petite arène à 2. Ouais. Il y a comme plein de... Je me suis fait aussi imprimer une Tower Dice. Ah, Tower Dice aussi. Mais ça, moi, j'aime bien brasser moi-même mon dé. Utiliser la tour. Mais c'est ça. Il y a plein de petites affaires comme ça. Je travaille chez une compagnie qui fait de l'impression 3D pour les jeux de société, les jeux de rôle, puis ce genre de choses qu'ils font sur des porte-cartes, des affaires de main. Mais je dirais que moi, c'est dans les choses que j'ai vues le plus. Et là, de plus en plus, ils s'en viennent avec des bâtisses, des choses comme ça. J'ai des amis justement qui s'en viennent, qui eux font ils peignent les bâtisses même, qui s'enlèvent à l'étage, puis tout ça. T'sais, c'est plus juste la petite figurine puis les monstres qui se promènent, c'est de la bâtisse pour les villages. C'est ça. T'sais. Ce qui est facile de voir quand, mettons, tu joues en virtuel, il existe tellement de cartes, il existe justement des cartes de village, des choses comme ça, que tu peux voir dans les bâtisses. Fait que tu sais, c'est facile à ce moment-là de juste rajouter un quadrillage par-dessus une image, puis de faire comme les personnages qui ont des petits tokens qui peuvent se déplacer. Mais en vrai, c'est plus complexe. C'est sûr que j'ai vu un paquet de gens qui ont plein de systèmes à pu finir. Là. Ça dépend aussi beaucoup de l'espace que les gens ont d'utiliser. Puis moi, dans les genres de jeux que je fais qui sont très roleplay, souvent il n'y a pas de cartes. C'est tout
on pourrait dire, entre guillemets, dans les airs, mais tu sais, c'est des interactions entre des personnages. Il y a pas un principe de déplacement où est-ce que tu peux te déplacer de temps, parce qu'il n'y a pas de temps, même s'il y a des combats, il n'y a pas tant d'impact avec la distance, tu sais. Ok, oui. Fait que c'est ça, tu sais, c'est comme, t'es placé à une place qu'il voit ou pas, ou au pire, on se prend une feuille puis on dessine rapidement pour voir de quoi ça a l'air, mais il n'y a pas tu sais, on y va beaucoup par le sens logique, tu sais, je veux dire, t'as déplacé de 100 mètres à pied, t'as déplacé de 100 mètres en courant, ça prend pas le même temps. Fait que, tu sais, dépendamment de comment tu te déplaces puis tout ça, tu sais, c'est comme, est-ce que t'es en terrain découvert? T'es en terrain découvert, que tu marches ou que tu cours, il y a de bonnes chances que la personne te voit pareil, là, tu sais, tu peux pas te cacher, là. Fait que, tu sais, c'est beaucoup avec du sens logique dans ce temps-là. Fait que l'utilisation de cartes est moins utile à ce moment-là. Il y a la musique aussi. J'ai certains games qui vont utiliser beaucoup des musiques d'ambiance. Puis il existe, il y a quelqu'un dans le fond qui met, que lui il travaille dans la musique pour sa vie, puis il fait des trames sonores, on pourrait dire. En tout cas, il fait de la musique d'ambiance gratuitement pour des parties de jeux de rôle. Fait que tu peux avoir des musiques d'ambiance, mettons, à la taverne, dans un village, ça, dans une forêt. J'en ai vu. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires comme ça qui est. Faut pas que tu le mettes trop fort non plus, mais tu sais, c'est le genre de choses qui peut aider justement l'ambiance qu'il peut y avoir. J'ai parlé avec un DM récemment que lui, il avait caché une ampli dans sa pièce, puis qu'il faisait une game d'horreur. Puis à un moment donné, il y a eu un screaming, puis il a claqué le son sur l'ampli, puis apparemment ça a fait son effet. Ouais, j'imagine que ça a mis vraiment l'ambiance où est-ce que c'était. Ça, c'est ça. On est pas mal vers la fin des questions. Ça, c'est une autre DM qui me l'a abordé il y a pas longtemps. C'est le respect des jeux pas le respect des jeux, mais le respect des règles et l'adaptation. À quel point vous les mettez un exemple quand TDM ou un exemple TDM à toi, à quel point qu'ils respectent les règles qui sont écrites que ça. Durant un combat, un exemple, si tu veux faire une manœuvre comme monter sur le monstre, puis pour tenter de lui arracher les écailles pour lui donner un coup d'épée au prochain tour. Je dirais que ça variait beaucoup d'un DM à l'autre, comment ça fonctionne. Il y a certains joueurs aussi qui sont très by the book, puis il y en a d'autres que non. Des parties où est-ce que tu es obligé d'arrêter pendant une demi-heure de temps parce qu'il y a deux personnes qui s'ostinent sur une règle puis qui cherchent dans les livres ou dans les PDF, quoi que ce soit. Personnellement, je trouve que c'est très lourd. T'as connu? Je sais qu'avec certains amis, ce qu'on a comme établi, c'est que si c'est pas une règle que on sait sur le fly ou qu'on trouve facilement, tu sais, mettons, on cherche 2-3 minutes juste pour confirmer, c'est correct. Mais si c'est quelque chose, on fait comme, OK, on s'entend tous les joueurs ensemble, on se dit, OK, on va l'appliquer de telle façon pour cette game-ci. Entre deux games, on va faire des recherches, puis la game d'après, on va faire comme, bon, OK, on a trouvé, finalement, c'est vraiment comme ça qu'il fallait l'appliquer, fait que tout est beau. Ou, finalement, on l'a vraiment pas appliqué de la bonne façon, on va juste corriger de la prochaine fois, il va être appliqué de telle façon. Puis je pense que ça, c'est quelque chose de plus intéressant à voir, parce qu'à un moment donné, il y a tellement de règles que, surtout Donjons et Dragons, il y a tellement de livres qu'à un moment donné, tu peux pas le savoir par cœur. Puis les situations, si ça s'applique pas. C'est ça, tu sais, il y a tellement de si. Je pense que c'est important aussi que tous les joueurs soient d'accord s'il y a une modification de règle. S'il y a quelque chose que la règle n'est pas claire, ce qui peut souvent arriver dans des traductions aussi, si la règle n'est pas claire, ça peut valoir la peine que, OK, tous les joueurs vont s'entendre, on le perçoit de telle façon, mais il faut vraiment que l'entièreté des joueurs et l'IM soient d'accord ensemble, qui disent, OK, cette règle-là, on l'applique de telle façon, puis c'est correct. Ça. Fait que je pense que c'est vraiment encore là la communication qui est la clé la plus importante. Puis je pense que perdre du temps, mais genre un temps infini d'une demi-heure, 1 heure, juste pour arrêter de s'ostiner, je pense que ça enlève le fun autant aux personnes qui cherchent que les personnes qui sont autour. Puis je veux dire, on veut tellement passer de temps à avoir du fun qu'à un moment donné, je pense qu'il faut aussi mettre son ego de côté parfois, puis faire comme on checkera plus tard, on va l'appliquer comme on pense, puis on voit une autre façon, puis c'est tout. Ok.
Parfait. Pour le moment, j'ai fait le tour de toutes mes questions. Est-ce qu'il y avait des sujets que tu voulais aborder en plus? Je pense pas. Je pense que c'est pas mal quelque chose d'intéressant. Je pense il y a une affaire que j'aimerais aborder que j'ai pas abordée, mais j'ai abordé quand je parlais d'un jeu de rôle qui se fait sans parler. Ok, oui. Parce que je pense que ça peut être intéressant. Oui, ça pique la curiosité. En fait, c'est un jeu de rôle qui est assez récent. Il existe en anglais puis en français. Si ma mémoire est bonne, la traduction est terminée. Et c'est un jeu qui est sorti qui s'appelle Alice is Missing. Donc, tout se fait dans cette boîte-là. Là, elle va apparaître à l'envers, le titre. Ok, oui. Mais tout est dans la boîte. Un puis nom dans le fond, apparaît à un endroit pour moi. ouais, non, c'est 2 secondes, monsieur. ça dépend. Puis dans le fond, t'as vraiment juste un deck de cartes dans le jeu. Ok. Puis avec le deck de cartes, il y a une application où est-ce que les gens peuvent... Maintenant, il y a une application. Avant, c'était tout, je pense, par Roll20, si ma mémoire est bonne. Ok. Mais ça se faisait tout en ligne. En fait, tous les joueurs se communiquent, dans le fond, par principe de message texte. Donc, Alice is Missing, ça part sur le principe qu'une jeune fille, Alice, a disparu. Et ses amis, parents proches, qui sont incarnés par les différents joueurs, tentent de retrouver qu'est-ce qui s'est passé avec elle. Est-ce que, tu sais, as-tu été enlevée? As-tu été tuée? Est-ce qu'elle a juste disparu? A fugué d'elle-même? Puis c'est vraiment très introspectif, mais c'est comme si c'est tous des contacts il y en a qui se connaissent, il y en a qui se connaissent plus ou moins ou qui se connaissent juste parce qu'ils connaissent Alice. C'est pas des gens qui habitent ou vivent nécessairement dans la même ville ou vont à l'école avec elle. Fait que c'est tous des gens qui se communiquent par un forum de discussion et par message privé. Fait que t'as 2 joueurs qui peuvent se parler en privé ensemble pendant que d'autres se parlent ensemble, mais tout se fait sans que les joueurs soient autour de la table, parce que ça a été possible maintenant parce qu'il y a une application par téléphone cellulaire. Ils ont sorti ça parce que quand le jeu a parti en Kickstarter, c'était avant le lockdown. Ok, oui. Fait que c'était possible de le faire juste avec une matrice d'ordinateur puis de jouer le monde ensemble. Mais là, ils ont changé ça, puis le jeu se fait en 45 minutes, 1 heure. Ce qui est quand même pas si long que ça pour un jeu de rôle. Ouais, ça dépend beaucoup. Ben c'est ça, mais comme c'est tout des messages textes, généralement quand tu écris un texte à quelqu'un, c'est pas long là, comme conversation. Fait que c'est vraiment ce que j'ai trouvé qui est très intéressant. Il est fait aussi très ouvert d'esprit, très LGBTQ, parce que tu peux décider, il y a des personnages types, tu peux décider que c'est un gars ou une fille, tu peux décider de son orientation, mais c'est parce qu'il y a des affaires un peu à la meurtre et mystère que tu découvres sur ton personnage plus tard. Fait qu'il y a des choses que tu peux ne pas savoir que ton personnage était gay finalement, parce que tu as décidé de le faire, que c'est un gars qui est en amour avec un autre homme, mais tu ne le savais peut-être pas nécessairement encore, ou que c'est un autre joueur. Finalement, ben, les 2 joueurs sont des filles. Fait que, ça peut faire des situations comme ça. Fait qu'il faut être très ouvert là-dessus. Ils traitent par contre de sujets qui sont aussi très sensibles. Je parle des affaires, ça peut parler de torture, ça peut parler de viol, ça peut parler de meurtre, ça peut parler d'accidents, ça peut parler de choses qui sont très dures. Puis une des choses qui se veut ouvert, puis ça, il y a de plus en plus de jeux de rôle qui ouvrent là-dessus, c'est ce qu'ils appellent une espèce de carte X. Donc, c'est une carte qui a un X dessus. Pour, si jamais, ça c'était pour la version présentielle, mais sinon, il l'a aussi dans l'application, tu peux appuyer sur un bouton puis ça fait une alerte X. Ça veut dire de changer de sujet, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui peut être important de parler avec les autres joueurs en début de game. Pas juste pour ce jeu-là. Comme par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de misère avec tout ce qui s'appelle mutilation. Ben, mes amis, ils savent, puis ceux, quand je joue avec des nouvelles personnes, je leur dis, j'aimerais, vous pouvez dire qu'il s'est passé de quoi, mais je veux pas qu'il y ait de détails parce que ça me rend vraiment malade. Puis c'est le genre de choses que, tu sais, il y a des gens qu'on sait pas qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur vie, puis ça ne nous regarde pas, mais il y a des sujets qui peuvent être plus sensibles, puis le fait d'avoir cette carte X-là, je trouve que c'est vraiment une belle initiative, puis de plus en plus, j'ai vu ça aussi quand il y a eu le Festival Draconis en virtuel, il y avait carrément un bot que tu pouvais cliquer dessus qui mettait genre justement un X automatiquement dans la conversation. Fait que ça faisait que le DM, il changeait de sujet à ce moment-là. Il voyait, OK, on parle d'un truc qui est trop sensible, il y a un joueur qui est pas à l'aise avec ça. Sans nécessairement dire c'est quel joueur. Fait que, c'est quelque chose qui n'y avait pas nécessairement avant, puis que je pense qu'il est comme une nouvelle initiative
qui est bien. Fait que, tu sais, des gens qui ont peur que ça parle de certains sujets dans n'importe quel jeu de rôle, parce que, tu sais, c'est comme moi, j'ai peur des zombies. Vraiment, une des choses que j'aime pas les trucs d'horreur, j'ai vraiment une phobie des zombies. Ben, c'est sûr que les gens vont pas commencer à me parler, genre, d'un détail de zombies à l'infini. Parce qu'ils savent que je vais faire des cauchemars pendant les jours à venir, tu sais. Fait que c'est le genre de situation que le fait d'en parler, encore là, la communication est la clé, c'est vraiment très important. Puis c'est ce qui fait que ça ouvre de plus en plus les jeux de rôle à tous, des gens qui se sentaient pas nécessairement à l'aise, puis des gens qui n'avaient pas l'impression qu'ils pouvaient être inclus. Ben, tout le monde peut être inclus dans le jeu de rôle. C'est juste de savoir de quoi on peut parler, puis surtout de quoi on se sent pas à l'aise de parler, puis que c'est correct, c'est normal. Puis oui, il va toujours avoir des personnes qui font comme « Ah, mais oui, mais c'est juste un jeu. » Peut-être, mais ça mérite pas que quelqu'un s'empêche de dormir ou que quelqu'un finisse la game en pleurant. C'est ça, tu sais, il y a personne qui va être heureux dans un malaise, puis c'est peut-être juste pas les bonnes personnes à mettre dans le même groupe non plus, là, tu sais. Il y en a qui vont parler genre de jokes de cul à pu finir, puis c'est correct aussi, mais ça veut pas dire que tout le monde va être bien dans ce groupe-là non plus, puis c'est correct, tu sais. Il y a vraiment des groupes, il y a des jeux pour tout le monde, puis je pense que c'est juste d'essayer différents systèmes, d'essayer différents groupes de personnes, puis de voir avec qui on est plus à l'aise. Puis il y a de plus en plus de groupes, par exemple, sur Facebook, de gens qui cherchent des groupes, qui disent, ben j'ai besoin, je cherche un groupe pour tel genre de système de jeu, je cherche un groupe qui est LGBTQ friendly, je cherche un groupe je suis DM, je suis dans telle région, je cherche un groupe en présentiel ou je cherche un groupe en virtuel. Puis c'est ça qui est la beauté maintenant, c'est facile, beaucoup plus de trouver des gens avec qui jouer que c'était le cas auparavant. Le contenu Homebrew. Oui. Est-ce que tu en utilises beaucoup ou tu préfères garder les games plus tels quels? Personnellement, dans mes games, j'utilise beaucoup de contenu Homebrew. Sauf je m'assure que ce soit équilibré avant de pouvoir l'intégrer. Oui. Je pense que l'équilibre est quand même très important. La partie de Donjons et Dragons 2.5 que j'ai participé pendant à peu près presque 5 ans, il y avait une grande partie qui était homebrew. C'était dans l'univers de Donjons et Dragons, mais il y avait quand même certaines parties qui étaient homebrew du jeu. Puis il y avait certaines choses qu'on avait adaptées. Comme par exemple, il n'y avait pas de skill de perception. Il n'y avait pas de perception dans... qu'on a comme rajouté le skill de perception. Oh my god, mon groupe aurait tellement été déçu. C'est la compétence que tout le monde se pogne littéralement parce qu'il n'y a que ça n'existait pas dans 2.5, c'était d'autres façons d'utiliser. C'était d'autres façons qu'il fallait faire. Puis c'était tellement compliqué que mes amis avaient rajouté la perception. Puis maintenant, ben, c'est rendu un skill de base dans tous les Donjons et Dragons. Ouais, même plus, c'est rendu c'est ça. Ça me semblait logique, mais en tout cas, ça l'était pas à ce moment-là. Sinon, un contenu... J'ai joué des parties qui étaient... Je pense que si c'est une partie d'initiation, c'est peut-être plus intéressant d'essayer vraiment le système avec ses règles fixes pour voir comment que le jeu se déroule. Par la suite, quand tu es vraiment à maîtriser le système, tu sais, le Donjon Dragon le dit lui-même dans ses pages d'introduction, tu sais, tu peux prendre qu'est-ce que tu veux, puis c'est un système de base. Puis après, c'est là pour te faire rêver d'un certain sens. Tu sais, l'univers de Donjons et Dragons a été créé par des parties de jeux de rôle. C'est des joueurs qui sont devenus... C'est les premiers joueurs qui ont créé le système, qui sont devenus les divinités du jeu, qui sont devenus des personnages importants. Tu sais, je pense par exemple à Elminster, c'était un joueur à la base, c'était un personnage de joueur. Puis à cette heure, ben, c'est un des NPC les plus connus. Dritz, c'est la même chose, c'était un personnage joueur à la base. Tu sais. Quand tu regardes leur histoire, ça paraît que c'était des joueurs à la base. Mais c'est devenu justement parce qu'ils ont grandi avec les parties qu'ils ont faites. Puis c'est ce que j'ai certains amis qui sont en train de faire avec le jeu de rôle qu'ils sont en train de créer. Les joueurs qui sont en train de jouer vont éventuellement devenir des divinités ou des NPC importants. Puis j'ai une de mes amies, justement, dans sa partie Homebrew, certains des NPC qu'on a rencontrés sont d'anciens personnages de joueurs qu'elle a eu, tu sais, qui sont devenus des NPC dans ces games. Tu peux élaborer tellement, tu sais, la partie que je suis DM, les gens qui jouent, normalement, font partie de ce qu'ils appellent une écurie, qui est supposée être 10 personnes.
jouerez jamais avec 10. Faites jamais ça, des groupes de 10 personnes. Ça vaut pas la peine, les gens se marchent les pieds ou vous attendez 2 heures avant de pouvoir parler. Ça vaut pas la peine. Faites des petits groupes, c'est ce que je suggère. Fait que c'est sûr que forcément, il y a plusieurs joueurs qui sont des NPC. Moi, j'ai beaucoup de fiches des anciens joueurs que j'ai gardés, puis ben, des fois, ils croisent justement un de ces joueurs-là, un de ces personnages-là, qui font partie de leur écurie parce qu'il faut qu'ils soient une dizaine de personnes. Fait que ça leur permet des fois de déléguer certaines affaires qu'ils peuvent pas faire parce que leur classe ne le permet pas ou quoi que ce soit. T'sais. J'ai une partie qui, normalement, ça se joue comme à peu près à 3 à 5 joueurs, puis j'avais genre 2 joueurs seulement pour la partie. J'ai décidé d'essayer de la faire pareil, puis j'ai fait comme, ben, je vais faire intervenir des NPC plus souvent, puis finalement, c'est eux-mêmes qui ont trouvé moyen d'utiliser beaucoup plus les NPC, puis les déléguer pour des tâches qu'ils pouvaient pas faire parce qu'ils étaient juste 2, Fait que je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant, justement, à des DM de longue date. Sûr, quand tu es nouveau DM, il faut que tu crées tes NPC presque de zéro. Mais encore là, il y a des guides pour ça. Et souvent, tu vas avoir des suggestions dans les livres. Tu peux en trouver en ligne. Il y a des forums de discussion de gens qui proposent des NPC à pu finir. Il existe des sites que tu peux générer des fiches de joueurs ou de personnages. Souvent, c'est en anglais, mais tu sais, juste d'avoir des idées de description de personnages que tu croises, ça peut des fois aider et être très intéressant. Nous, on a eu un poulet cursé dans la partie qui était streamée sur Twitch. De la façon qu'on fonctionnait, on avait ce qu'on appelait les dieux anciens. Donc, lorsqu'il y avait des personnes dans le chat qui faisaient des dons, selon les montants des dons, ils pouvaient donner soit un +1 ou un -1 à un joueur. Puis ça pouvait aller jusqu'à donner un objet magique ou un objet curse à un joueur. Puis la majorité des joueurs, on recevait tout le temps des bonus, sauf un. On avait un qui recevait toutes les curses possibles et imaginables. Et une des fois, il a reçu un poulet. Je me souviens même plus comment il s'appelait le poulet. Mais fait qu'on s'est ramassé avec un poulet qui nous suivait tout le temps. Puis il a trouvé ça très drôle. Sauf qu'à un moment donné, le poulet, ben, à chaque fois qu'on essayait de faire des trucs qui avaient besoin de stealth, qui avaient besoin d'infiltration, qui avaient besoin de... C'est là que le poulet, ben, c'était un coq qui chantait. Oh my god. Fait qu'il voyait pas beaucoup de choses qu'on a réussi à faire comme surprise. Puis le poulet était immortel. On s'est dit, on va le lancer, ça. Mais non, le poulet, il y revenait. Fait que, voilà. Je me souviens plus comment on s'est débarrassé du poulet. Ça, j'adore l'idée du poulet qui suit le personnage qui est immortel puis qui fait juste te suivre sans arrêt en faisant plein de bruit. Non, mais il était très innocent et il faisait rien jusqu'à temps qu'il décidait que c'était l'heure de faire le chant du coq quand il fallait. Parfait. Moi, perso, j'ai rien d'autre à ajouter plus. T'as pas mal couvert toute la globalité du sujet. Du coup, je te remercie pour cette entrevue. Ben, merci de m'avoir invité.